Avec Catherine Mougenot, nous avons aussi vécu une chose assez amusante. Nous avions été sollicités par une revue qui voulait faire un numéro sur les espèces envahissantes, ce qui allait un peu à l'encontre de l'idée qu'on se fait des espèces qui disparaissent. Mais en réalité, on a affaire à des déséquilibres qui s'équivalent plus ou moins. Et au départ, c'est Catherine qui avait été contactée et on lui proposait de faire un énième papier sur les ragondins, ce qu'elle a décliné parce qu'elle en avait un peu assez de parler des ragondins. Et elle a parlé de notre cours et elle a proposé que l'une et l'autre, on travaille à un papier qui traiterait des écureuils, puisqu'on sait qu'en Europe, il y a des risques de propagation des écureuils gris par rapport aux écureuils roux. Et nous avions par ailleurs découvert une chose tout à fait intéressante, c'est que, alors qu'en Angleterre, le fait que l'écureuil gris soit porteur sain d'une maladie qui tue l'écureuil roux a fait de l'écureuil roux un être puissamment national. Tandis que l'écureuil gris, c'est un étranger. C'est celui qui a été amené et qui chasse les autres. Et puis en discutant déjà à l'époque avec des collègues canadiens, nous avions appris qu'au Canada, il y avait des roux, des gris et des noirs, et que les roux paraissaient beaucoup plus agressifs que les gris, ou les noirs étaient plus inquiétants. Donc on s'est dit, c'est quand même très curieux. Les mêmes animaux d'un côté et de l'autre de l'Atlantique sont perçus de façon vraiment différente. Donc on s'était dit, on travaillerait bien sur les écureuils, entre autres, et puis dans la foulée, on pourrait travailler aussi sur le lapin. Je ne sais pas si c'est grand bien ou grand mal nous en a pris, mais à partir du moment où nous nous sommes lancés dans un travail sur les lapins, nous avons été totalement débordés. D'une part, ça se multiplie sur toute la planète, les histoires de lapins, parce qu'ils ont suivi les Européens partout où ils sont allés. Quand on parle de lapins, on ne parle pas d'Ornitholagus floridanus, donc pas d'un lapin américain, on parle essentiellement d'un lapin européen qui a été transplanté partout, suivant les routes que les Européens ont prises. Alors déjà, c'est intéressant du point de vue de l'impérialisme écologique. Les Européens se déplacent, mais l'impérialisme n'est pas seulement une question d'esclavage, d'économie. C'est aussi quelque chose qui affecte directement et profondément l'environnement, pour des raisons qu'on peut en effet discuter. Et donc, en début de course, l'écureuil et le lapin au moins, en fin de course, rien que le lapin. Et puis cet article ayant été proposé a circulé via des amis et est arrivé sur le bureau de Philippe Pignard, des empêcheurs de penser en rond, à qui la personne qui l'avait transmis lui avait dit je trouve que ça fera un beau petit livre. Et donc Philippe Pignard s'est immédiatement retourné vers Isabelle Stengers et Vinciane Després en disant, est-ce que vous connaissez ces personnes? Ben oui, elle nous connaissait, mais on ne leur avait rien demandé, et voilà. Et puis lui nous a demandé d'écrire un livre. Donc avant même que l'article ne soit publié, on était lancé sur un livre dont on s'était dit au départ, est-ce qu'il y a vraiment de quoi faire un livre? Et puis très très vite, le nombre de signes s'est révélé extrêmement réduit pour traiter ce qu'il y avait à traiter avec les lapins. Alors, deuxième difficulté avec les lapins, c'est que ce n'est pas une histoire linéaire. L'histoire du lapin, ça ressemble à un terrier. C'est un rhizome, ça part dans toutes les directions, et donc il était extrêmement difficile d'avoir un fil. Il fallait, là aussi, procéder par cas, faire des liens implicites ou explicites avec les cas précédents. Et vraiment, on a repris l'histoire du lapin depuis les origines, c'est-à-dire vraisemblablement l'Espagne, peut-être une partie de l'Afrique du Nord, dont il est originaire. Il serait originaire de ces deux zones-là. L'Espagne tire son nom du lapin, tel que les Carthaginois l'avaient désigné. Donc c'était vraiment la terre du lapin. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant avec le lapin européen, c'est que c'est un animal extrêmement casanier. Une petite chose toute douce, qui n'aspire qu'à rester dans son terrier, qui ne s'en éloigne pas de plus de 500 mètres,
Et puis, quand on regarde le bilan au bout de nos siècles de civilisation, on se rend compte qu'il est sur plus de 800 îles et absolument partout dans le monde. Or, les îles, le lapin a horreur de l'eau. Donc, il n'y est pas allé tout seul. Il n'y est pas allé à la nage. Et il se trouve même dans des climats qui lui conviennent assez mal, à commencer par l'Angleterre, qui en a fait un moment un commerce pré-industriel, enfin extraordinairement puissant, à partir du moment où on a réussi à les adapter. Donc chaque fois, on se rend compte que quand on le déplace, ça demande un effort considérable aux humains qui veulent le déplacer de l'installer, parce que le lapin ne s'installe pas volontiers. En Angleterre, en l'occurrence, c'était trop humide, il fait trop de brouillard, il faisait trop froid. Enfin, c'était pas. Le lapin est un animal de terre pauvre et sablonneuse, ce qui est une aubaine quand on veut faire rentabiliser ces terres pauvres. Il transforme en viande, en moins de temps qu'il faut pour le dire, des lieux qu'on ne pourrait pas cultiver autrement. Donc, à partir du moment où il s'est adapté en Angleterre, les Anglais ont acquis très vite la réputation d'avoir les plus belles peaux de lapin d'Europe. Parce que le lapin s'était adapté en renforçant sa fourrure, elle était bien dense, bien serrée. Et donc, se sont mis à faire commerce, non seulement de la viande, mais aussi de la fourrure. Et cette fourrure, elle entre sur un marché de la fourrure qui est largement méconnu finalement, qui est très, très antérieur à ce que l'on imagine comme voie d'échange, qui est au moins aussi vieux que la route de la soie, et peut-être encore davantage, et qui voit circuler des peaux non seulement d'est en ouest, mais du sud au nord et du nord au sud, et même être utilisées, pour ce qui concerne les écureuils, comme monnaie d'échange. Dans les terres actuellement soviétiques, on monnaie avec des peaux d'écureuils. Donc c'est vraiment un marché assez étonnant, le marché de la fourrure. Et à l'époque, on ne distingue pas encore marché de la viande et marché de la fourrure. À l'heure actuelle, si on fait le bilan du marché sur lequel intervient le lapin est un animal viandeux, mais alors c'est rien que viandeux, ou un animal à fourrure, ou un animal de laboratoire, ou un animal de compagnie. Et ce qui nous est apparu aussi assez vite de manière singulière, c'était que sur la filière animale de compagnie, on n'avait aucune information. Donc, on ne sait pas dans quelles conditions ces animaux sont élevés, avec quelles précautions ou pas. Par contre, la filière viandeuse est évidemment hyper tracée, surveillée pour toutes les craintes que nous avons vis-à-vis de notre alimentation. La vie du lapin est assez lamentable, puisque sur une feuille à 4, on vous met 5 lapins. Donc, c'est vraiment, ils sont complètement massacrés. Et quand on en parlait avec Jocelyne Porcher, qui est quand même une des grandes spécialistes de l'élevage, elle disait l'élevage du lapin, c'est un des pires. Mais longtemps, on n'en a pas parlé. Maintenant, les activistes se sont emparés de la question et les choses changent un peu. On commence à spécifier sur les pièces de lapin qu'on vend que ces lapins n'ont pas été élevés en cage, dans des conditions abominables. Donc on commence à surveiller. Mais longtemps, on ne l'a pas fait. Et de manière tout à fait paradoxale, ceux qui étaient parmi les mieux lotis dans leur élevage, c'était les lapins de laboratoire. Parce que pour que l'expérience soit valide, il fallait que le lapin dispose de conditions de vie aussi proches que possible de ses conditions de vie réelles. Donc là aussi, c'est contre-intuitif. On ne sait rien du lapin de compagnie, alors qu'on devrait se dire « Oh, ça va, quoi, une belle petite vie en compagnie des humains ». On ne sait pas quelle est la mortalité, ni quelles sont les conditions dans lesquelles on les élève. Par contre, le lapin de laboratoire est suivi de très près pour qu'on puisse valider les expériences qu'on va faire avec eux. Donc, depuis l'époque où on ne séparait pas la viande et la fourrure, le lapin a fait du chemin. Et il a fait du chemin aussi jusqu'à dresser entre eux les humains les uns contre les autres. J'ai fait allusion tout à l'heure à propos des renards, mais ça a été vrai aussi pour les lapins. En effet, les agriculteurs ont toujours lutté contre les lapins, depuis la période, je dirais, pré-révolutionnaire, où ils n'avaient absolument aucun droit. Donc les lapins qui s'échappaient des garennes mangeaient les champs, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas tuer les lapins, ils ne pouvaient pas les piéger. En Angleterre, très vite, une espèce de marché noir s'est mis en place, où les gardiens des garennes étaient plus ou moins complices des gens qui voulaient venir y faire des prélèvements illégaux. Donc il y a là tout un circuit de la viande et de la fourrure qui se développe en Angleterre.
Et puis les agriculteurs et les forestiers, ceux qui défendaient les bois, les arbres, étaient pas très chauds de la présence des lapins parce qu'ils rogneront l'hiver exactement de la même manière que les grands herbivores ou par ailleurs les castors. Donc si on les laisse faire, ils peuvent faire de gros dégâts dans la forêt et dans les champs. Et donc aux abois, je dirais, les agriculteurs se sont emparés très vite d'une découverte qui s'est produite en Amérique du Sud. Giuseppe Sanarelli, un chercheur qui était un élève de Pasteur, est allé avec ses propres lapins européens dans son laboratoire faire ses expériences. Mais ces lapins européens ont été en contact accidentel avec des lapins américains qui étaient porteurs sains d'un virus qui s'est révélé plus tard être le virus de la myxomatose. Donc il a découvert cette maladie qui était fatale pour les lapins européens. On a isolé le germe et très très rapidement ce germe a circulé depuis la Suisse, depuis les laboratoires suisses jusqu'à la France notamment, où un médecin qui s'appelle Delisle a fait des expériences dans sa propriété clôturée, donc il estimait qu'il n'y avait aucun risque et il voulait tester le microbe, mais très vite le microbe est sorti de la propriété et donc les agriculteurs se sont dit chouette, alors on a un bon moyen d'être débarrassé des lapins. Et donc ils se sont mis à essayer de répandre les lapins malades pour contaminer les autres. Même schéma en Angleterre, des tentatives de dresser des expériences scientifiques empiriques imparables, et puis en réalité les gens qui s'emparent de bêtes malades et qui répandent la maladie. Et en Angleterre, vraiment, ça tourne presque à la guerre civile, parce que les forestiers et les agriculteurs veulent abattre les lapins, mais les gens des villes qui commencent à avoir des lapins chez eux, des petits élevages et tout ça, puis qui trouvent l'animal sympathique, n'ont pas du tout envie qu'il lui arrive ça. Et en plus, croiser un lapin myxomateux dans les chemins anglais, alors qu'on est à deux doigts de l'époque d'Hiroshima, très paradoxalement, l'un appelle l'image de l'autre, et les gens disent « mais c'est une mort horrible ». C'est tout à fait comme la mort atomique. Enfin, on peut pas accepter ça. Et donc, les gens, les Anglais vont se diviser de manière très, très nette, avec même Winston Churchill qui prend position pour les lapins. Et donc, on a deux clans. Un clan qui transporte des lapins sains, immunisés, parce que les lapins, de leur côté, réagissent aussi à la maladie. Certains arrivent à passer outre. Donc on les transporte dans les zones où il y a des lapins malades en se disant on va arrêter la maladie, et d'autres prennent des lapins malades et vont les transporter là où les lapins vont bien pour répandre la maladie. Donc on a affaire à un conflit assez étonnant, enfin, qu'on ne soupçonne pas à propos d'un si petit animal. Et en fait, c'est l'amorce de ce que nous avons désigné comme des guerres biologiques qui entourent l'expansion du lapin et qu'on va retrouver à une autre échelle encore en Australie, en Nouvelle-Zélande, puisque là aussi les Australiens, ils ont mis 70 ans à acclimater des lapins. 70 ans, ils ont essayé, et en réalité, ce qui les intéressait, c'était d'avoir un gibier digne de ce nom. Ce qu'on pouvait trouver dans l'Australie qu'on leur imposait, c'était pas humain, ni du côté des aborigènes, ni du côté des animaux. On savait pas très bien à quoi on avait affaire. Ils n'avaient pas envie de chasser ça. Ils avaient envie de leur gibier. D'autant qu'ils avaient été éjectés d'Angleterre à une époque où seulement les personnes du petit peuple venaient d'acquérir le droit de tirer et de chasser. Ils avaient un droit de chasse tout frais, il fallait l'entraîner là-bas, et pour ça, il fallait des lapins. Et donc, je dis, pendant 70 ans, ça n'a pas marché, et puis quand ça a marché, alors là, ça a marché au-delà de toute espérance. Et ils se sont trouvés complètement envahis par un animal qui n'avait pas de prédateur sur place, ou presque, le dingo. Mais bon, il ne suivait pas au boulot, le dingo. Et les lapins se sont adaptés aussi en devenant plus petits, plus résistants à la sécheresse. Enfin, on a le mouvement inverse de ce qui s'était passé en Angleterre. Et quand on voit les photos d'époque, que ce soit des photos de battues, que ce soit des photos prises dans le pays ouvert, on ne peut qu'être affolé par la présence des lapins, quoi. On a vraiment, dans les films, le sentiment qu'on a des collines qui bougent. Et en fait, c'est pas la colline qui bouge, c'est les lapins sur la colline, quoi. Il y en a tellement qu'ils sont complètement débordés.
Et donc, à la suite de cela, ils vont dans un premier temps choisir une solution écologique et se dire qu'à cela ne tienne, il n'a pas de prédateurs, on va amener ces prédateurs. Et donc, ils ont amené en Australie des renards roux. Bien sûr, ça faisait un beau gibier aussi. C'était dans la foulée, si on pouvait tirer des renards, c'était très bien. Et les renards étaient chargés d'éliminer les lapins. Les renards n'ont pas suffi plus que les dingos, mais par contre, ils se sont répandus jusqu'en terre d'Arnhem, où ils ont été arrêtés par la présence des alligators. En dehors de ça, ils se sont répandus comme une traînée de poudre dans toute l'Australie. Les chats, même chose. On a implanté des chats. Donc, ils ont essayé un peu tout, et rien n'a vraiment marché. D'où aussi la construction de cette clôture pour arrêter les lapins. Mais cette clôture qui traverse le désert passe sur des sols meubles, donc dans bien des endroits, elle s'effondre avant même d'être installée. Pour installer la clôture, il faut contraindre des hommes à travailler dans ces conditions-là, et il faut, entre autres, importer des dromadaires. Le monde est tout petit, qui était déjà là pour les chemins de fer. On va importer des dromadaires pour être capable de déplacer des matériaux lourds dans cet environnement extrêmement hostile. Alors, à l'heure actuelle, les Australiens ont toujours des problèmes avec les lapins, ils ont des problèmes avec les chats, ils ont des problèmes avec les renards, et ils ont des problèmes avec les dromadaires, parce qu'ils sont le seul endroit de la planète où les dromadaires sont encore libres, se multiplient et se rapprochent des habitations au moment des grandes sécheresses. Avec la problématique qu'abattre un dromadaire, ça ne résout pas tout le problème. Ils y ont pensé, bien sûr, abattre par hélico. Mais un cadavre de dromadaire qui se décompose, ça fait désordre, quoi. Et 35 cadavres de dromadaire qui se décomposent, ça fait encore plus désordre. Et donc, à l'heure actuelle, ils ne savent pas comment ils vont résoudre le problème des dromadaires. Et ils cherchent toujours pour les lapins, en cherchant aussi à renforcer toutes les pathologies, parce qu'après la myxomatose est apparue une autre pathologie qui n'est pas encore très claire, qui semble venir de Chine, qui s'appelle le VHD. Donc c'est Viral Hemorrhagic Disease. Donc c'est une maladie qui provoque des hémorragies internes. Ils ont aussi essayé et réussi à répandre cette maladie, mais comme pour la myxomatose, les lapins arrivent à établir une espèce de cycle. Il y a un moment où ils trouvent des résistances et ils résistent à la maladie. Donc ils se sont dit, pour accroître la virulence de la maladie, on va accentuer la présence des puces, parce que ces maladies sont transmises par les puces du lapin. Alors ils ont importé des puces. Problème, les puces qu'ils ont importées, c'était des puces du Nord, n'ont pas survécu à l'Australie. Donc, il a fallu trouver des puces du Sud. Et maintenant, ils en sont à envisager des puces génétiquement modifiées pour rendre le lapin encore plus malade. Donc, on voit qu'on est dans une espèce d'escalade, de dérive qui part vers les OGM. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose d'apprenti sorcier dans l'attitude des Australiens blancs, précisons les choses, parce que pour les Australiens aborigènes, quand même, je me suis renseignée, il semble qu'ils réagissent différemment aux animaux qu'on importe, animaux et plantes d'ailleurs, et ils en acceptent un certain nombre en considérant qu'ils sont là depuis toujours. Ceux qui leur plaisent, les buffles par exemple. Les buffles, évidemment, de leur point de vue, sont australiens depuis toujours. En fait, ils viennent d'Asie du Sud. Mais le buffle est un animal prestigieux, intéressant. On l'intègre à l'iconographie, on commence à l'intégrer au rituel. On en fait de même pour le chat, qui apparemment les intéresse aussi. Pour le lapin, je n'ai pas eu d'informations. Mais là, ce qui est révélateur, c'est que jusqu'à très près de nous, il n'y a pas eu d'enquête de ce type. On ne s'est pas posé trop la question de savoir ce qu'en pensaient les aborigènes. Il est clair que les aborigènes mangent du lapin, mais est-ce que pour autant ils l'intègrent à leur cosmologie, l'acceptent comme local? Ça, je n'en sais rien. Donc là, de ce côté-là, je n'ai pas eu de réponse. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est leur voisin immédiat, la Nouvelle-Zélande, parce que c'est le seul lieu où il y a eu une enquête démocratique vis-à-vis de la façon dont il fallait gérer le problème lapin. Ils ont importé des lapins comme les Australiens, et puis un jour, ils ont posé la question, ils ont fait une sorte de référendum en disant est-ce qu'on introduit la myxomatose, est-ce qu'on introduit la VHD ou est-ce qu'on continue à travailler autrement. Et juste avant que le référendum ne se prononce, on a vu apparaître des bêtes malades,
Donc les agriculteurs ont réagi avant même d'avoir la réponse démocratiquement correcte, je dirais. Et ce qui est intéressant à se dire dans ces cas-là, c'est comment est-ce qu'on doit envisager la réaction des agriculteurs néo-zélandais? Est-ce que ce sont des écoterroristes? Ou bien au contraire, est-ce que ce sont des gens qui sont dans un tel point de douleur, d'incompréhension de leur boulot, de difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils vont opter pour l'activisme d'une certaine façon, plutôt que pour des méthodes classiques d'éradication. Ceci dit, les méthodes classiques d'éradication, elles posent aussi des questions humaines. Des piégeurs professionnels étaient payés par les Australiens pour attraper les lapins et les éliminer d'une région. Mais évidemment, un piégeur bien né qui est rétribué pour ce qu'il attrape ne va pas éliminer la source de son revenu. Donc, il va laisser courir les femelles gestantes, il va laisser courir les mamans. Il faut continuer à garantir le revenu. Donc, on voit que le problème est extrêmement compliqué entre les humains, au moins aussi compliqué entre les humains qu'entre les lapins et les humains. Et les lapins, de leur côté, ne réagissent pas, comme j'ai dit toujours, comme on l'attend. On se dit, il n'y a qu'à. Et maintenant, quelquefois, le problème se pose en sens inverse. Il y a des tas d'endroits où il y avait toujours eu du lapin et où il n'y en a plus, en France notamment. Et où on se rend compte, et en Espagne aussi, où on se rend compte que le lapin était bien nécessaire. Nécessaire autrement que pour lui-même, nécessaire parce qu'en Méditerranée, il entretenait des pelouses d'une diversité végétale tout à fait intéressante. Sans lapin, c'est la fin de ces pelouses. Et en plus, la fin des terriers met en péril un certain nombre de lézards qui utilisaient les terriers pour s'installer et pour s'y reproduire. D'autre part, en France ou en Espagne, on se rend compte que le lapin est indispensable à certains types de prédateurs qui sont des espèces en danger de disparition. Je pense à l'aigle de Bonelli et au lynx pardel, qui est un lynx espagnol plus petit que le lynx du Nord ou le lynx boréal qu'on a aussi au Canada. Mais c'est le plus petit des félins et c'est le plus menacé. Et pourquoi? Parce que le lynx pardel, il a besoin d'un lapin par jour. Et il ne mange que ça. Donc, si on veut protéger le lynx pardel, il faut réintroduire des lapins. Et aux grandes dames des écologues, on se rend compte que les lapins ne veulent pas être réintroduits. Donc là où on les remet sur un terrain où ils avaient toujours été, eh bien, ça ne marche pas. Donc, il faut déployer des ruses pas possibles, amener des lapins d'élevage. Enfin, c'est assez fou. Et on ne peut que constater à quel point l'autonomie des animaux est puissante et très très loin des lois mécaniques qu'on pensait pouvoir appliquer pour une saine gestion. Toujours le mot gestion. Non, les animaux, ça ne se gère pas. Ça, c'est desiderata et il faut en tenir compte, tout simplement. Il faut faire avec.